Bonjour à toi cher spectateur, Come to Daddy de Ant Timpson. Honnêtement, j'avais oublié que ce film aurait l'occasion un jour de sortir dans les chaumières françaises, dirons-nous. Parce que le film date de 2019, a eu un petit écho dans les festivals au moment où il a commencé à être diffusé, justement dans l'année 2019, mais depuis, aucune trace en France. Le film n'est sorti nulle part, aucun éditeur vidéo ne voulait le sortir, malgré la présence d'Elijah Wood, ça intéressait personne. Donc du coup, j'avais perdu confiance. Et OCS a débarqué et a décidé de nous l'offrir maintenant, ce qui m'a fait vraiment plaisir. Le résumé pour faire simple, Norval est un jeune homme qui n'a jamais réellement eu l'occasion de connaître son père. Mais lorsque ce dernier lui envoie une lettre pour le rejoindre et rattraper le temps perdu, Norval ne saurait dire non. J'ai conscience qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont pas surkiffer Come to Daddy. Parce que c'est un film qui a un délire, qui a une envie, qui a un besoin de parler d'une thématique qui finalement est souvent mise de côté au sein du cinéma. On a de moins en moins tendance à voir ça finalement. Il y a eu une grosse période, je pense, fin années 90, début 2000, où on aimait beaucoup traiter ce genre de thématique, les retrouvailles entre un père et un fils. Aujourd'hui, c'est devenu moins monnaie courante. Et pourtant, ça offre beaucoup de possibilités à un auteur s'il arrive à pleinement prendre conscience des possibilités d'interprétation et de métaphores qu'il peut y avoir autour de ce genre de sujet. Ça fait que du coup, pour moi, Come to Daddy de Ant Timpson est plutôt bien. Il y a d'énormes défauts. Et c'est mon gros problème avec ce film, c'est que malgré les qualités indéniables qu'il y a au long métrage, il y a derrière des défauts qui plombent quand même pas mal l'ensemble. Et qui font que même si on adhère un peu au délire, on va pas pouvoir s'empêcher de quand même pointer du doigt des grosses maladresses qui sont assez évidentes. Est-ce que pour autant ça gâche l'expérience? Pas vraiment. Parce qu'au moins derrière, on sent qu'il y a un vrai investissement, il y a une envie d'aller jusqu'au bout, même si ça met en avant des gros défauts, au moins on va jusqu'au bout de l'idée de base. Et c'est pour ça que j'ai envie de beaucoup respecter ce film, c'est parce que je pense que Ant Timpson, même s'il se doutait que son film ne pourrait pas aller jusqu'au bout de ses possibilités, il a quand même choisi de tenir le pari jusqu'au bout. Et rien que pour ça, je tiens à saluer le film. Le cinéma de genre construit souvent sa métaphore et son évolution dans ce qu'il y a de plus simple, comme une relation conflictuelle entre deux personnages ou un lien entre deux parents perdus depuis longtemps. Et c'est peut-être dans cela que ce cinéma trouve souvent sa plus grande force et forme. Ant Timpson nous embarque dans un film qui résonne comme un délire bis assez rétro dans son geste et dans son envie d'aborder le genre, mais qui résonne surtout comme une promesse de cinéma de genre difficile à tenir, que le metteur en scène pousse tout de même dans un retranchement où même si cela n'est pas parfait, on ressent tout de même une vraie justesse dans l'ensemble. En termes d'écriture, donc à la base c'est une idée de Ant Timpson qu'il a ensuite laissée entre les mains de Toby Harvard pour écrire le scénario. L'idée de base est assez intéressante parce que dans ses prémices, et je vais essayer de rester le plus vague possible pour que vous ne sachiez quasiment rien en arrivant devant le long métrage, en gros, les prémices du film sont assez intéressantes parce qu'on reste vraiment sur un pitch assez classique de cinéma. C'est juste un fils qui va retrouver son père, les retrouvailles ne se passent pas comme prévu et il va se passer d'autres choses qui vont amener les deux personnages à se questionner. C'est très intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est forcément les retournements de situation qu'il y a à partir de la moitié du film. Pour autant, ils ne tiennent pas à eux seuls la qualité du long métrage. On sent que dans le premier temps, ce qui est très juste, c'est ce ton un peu décalé qui me fait beaucoup penser à ce qu'on avait pu voir par exemple sur des films comme Les Creepers. Enfin, c'est vraiment cette idée de jouer sur est-ce que c'est l'autre qui est malsain ou est-ce que c'est nous qui le regardons de manière un petit peu trop étrange et du coup on se dit qu'il est malsain. Le fait de jouer finalement sur l'ambivalence des points de vue et sur la possibilité que ça soit ou nous ou lui qui puisse être un petit peu bizarre, ça permet du coup d'amener vers le spectateur des émotions qu'on n'a pas forcément l'habitude de ressentir plus que ça au cinéma, ou même dans la réalité, parce que dans la réalité, c'est quand même rare de se pointer devant quelqu'un et de le trouver tellement bizarre qu'on se pose la question, est-ce que c'est lui qui est bizarre ou est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Et du coup, le fait d'amener ce genre de choses, ça permet tout de suite au scénario d'avoir une certaine, on va dire, nuance, de tout de suite poser une ambition et des émotions qui permettent à l'écriture de survivre. La deuxième moitié donne vraiment beaucoup plus de matière en termes de tension et en termes d'histoire pure et dure. Est-ce que pour autant ça suffit à sauver le film? Je trouve pas, parce que bizarrement je trouve que c'est dans la deuxième moitié du film qui en termes d'écriture contient énormément de maladresse. Toby Harvard a du mal dans un second temps d'écriture à construire quelque chose de surprenant, car s'il est évident qu'avec la conclusion qu'il donne à son deuxième acte, l'écriture semble un peu perdue, on ne s'attend pas à ce que le scénariste ait autant de mal à se reprendre et à construire une conclusion à la hauteur. Cela se tient tout de même, il ne faut pas être mauvaise langue. Mais on sent que cela aurait pu être un poil plus subtil pour donner lieu à autre chose que cette conclusion qui résonne comme un peu trop à rallonge, alors que franchement, malgré la bizarrerie de ce dernier acte, on ressent tout de même une vraie libération quand on voit ce que ce personnage a traversé. En termes de mise en scène, Ant Timpson, ça se voit que sa mise en scène, elle est très simple. L'idée de base de sa mise en scène, elle est simplement de jouer sur le cadre
qu'il nous offre, parce que littéralement, je trouve que le cadre de cette maison, plantée au milieu d'une forêt en bord de mer, il est idyllique pour tout de suite placer une ambiance et faire en sorte que le spectateur se pose quasi instantanément des questions. Qu'est-ce que fout ce mec-là au milieu d'une villa qui a l'air d'avoir coûté une blinde, face à l'océan, mais il a l'air de rien faire, il se beurre la gueule, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, le fait de placer ce contexte-là, ça fait que tout de suite les questions viennent. Et c'est ça que j'aime beaucoup, lorsqu'un réalisateur prend conscience que rien que dans la localisation qu'il va donner à son personnage, il va faire en sorte qu'il se pose des questions, c'est parfait, c'est parfait. Et du coup, tout ce qui est acheminé derrière devient cohérent par la suite. Et on se laisse embarquer là-dedans, et on finit par se prêter au jeu de se dire, ça c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il entend la tuyauterie la nuit alors que clairement ça se voit qu'il n'y a personne qui s'en sert? Pourquoi ça agit comme ça? Pourquoi? Et toutes ces questions-là permettent à la mise en scène de survivre en elle-même. Permet à la mise en scène d'avoir de l'impact sur le spectateur, de réussir à donner quelque chose de plus que simplement ces petites maladresses que j'évoquais dans l'écriture. Parce que du coup, je trouve que dans sa mise en scène, N. Timpson arrive à rattraper pas mal de maladresses. Est-ce que ça suffit encore une fois à donner au long métrage sa puissance et sa justesse? Non, ça suffit à lui donner de l'impact et à faire en sorte que toute la suite du récit, on se laisse embarquer dedans, même si clairement, on va encore pointer du doigt une maladresse par-ci, une maladresse par-là, et qu'on va se dire, ok, c'est bien, est-ce que c'est parfait? Non. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Timpson construit une scénographie qui se veut avant tout basée sur un besoin de créer de la tension par l'espace, et donc joue souvent la carte soit de l'enfermement par le biais de la réalisation qu'il met en place, soit par le biais des actions des personnages qui résonnent comme la projection de la mise en scène du réalisateur. Malgré tout, le dernier acte du long métrage ne parvient pas à renouveler l'ensemble, donnant un peu l'impression qu'il est de trop, que ce soit par le loufoque des actions que le cinéaste met en relief, ou simplement parce qu'il est un poil abusif dans sa durée et ses effets. Mais malgré tout, l'ensemble se tient et nous embarque avec plaisir dans son délire. En termes de casting, alors déjà je tiens à saluer la performance de Stephen McHattie, qui est un acteur que j'adore, un des grands seconds-couteaux américains qu'il y a actuellement dans le cinéma. Il a vraiment la gueule de l'emploi et je le trouve parfait. J'ai beaucoup aimé Garfield Wilson ainsi que Madeleine Sammy, qui ont deux rôles qui sont très simples, qui débarquent vraiment au milieu du film et qui sont très anecdotiques. Mais les deux jouent très très bien avec la suspension d'incrédulité du spectateur, la remettant presque en perspective, parce que quand tu as littéralement Garfield Wilson qui te dit « je vais péter le quatrième mur », tu dis « qu'est-ce qu'il a dit? Il a bien dit ça ?» et je trouve ça génial. Derrière, il y a Martin Donovan, qui est un acteur que je trouve extraordinaire et qui ici s'en sort très bien. Michael Smiley également. Michael Smiley qui a déjà une gueule tellement atypique, ça fait plaisir de le voir ici. Et bien évidemment, il y a cet acteur principal. Cet acteur principal, je pense que j'ai pas besoin de rajouter grand-chose pour que vous sachiez que c'est un très bon acteur. Elijah Wood est ici excellent dans le rôle de Norval, apportant beaucoup de charisme et une certaine justesse de jeu, notamment dans le mélange des genres, qui rappelle encore une fois qu'il est un excellent acteur. Au bout du compte, Come to Daddy est un film qui est bon sans plus. C'est un long métrage peut-être sur lequel j'avais mis un petit peu trop d'espoir, que ce soit par la présence d'Elijah Wood, que ce soit par le pitch, que ce soit par les retournements, j'en sais rien. J'ai été un poil déçu par le film, notamment dans cette deuxième partie. Est-ce que pour autant j'ai passé un mauvais moment? Non. J'ai vraiment beaucoup aimé Come to Daddy. Je trouve que le film a une vraie dynamique, a une vraie ambiance, a une vraie esthétique et un vrai parti pris qui tiennent le coup. Derrière, en plus, tu as Elijah Wood qui est en tête d'affiche, qui joue une de ses prestations les plus folles. Je trouve son interprétation à la fois très ambiguë et pourtant extrêmement simple. Et c'est ça en fait qui m'a convaincu. Donc Come to Daddy de N. Timpson, si vous avez l'occasion de le regarder sur OCS, pourquoi pas? Je pense que vous passerez pas un mauvais moment. A plus!